Kagano est un affreux perdant qui rêve de devenir un justicier surpuissant et s'entraîne jour et nuit pour y parvenir. Pourtant, même après être devenu une star du MMI et avoir tabassé les voyous locaux chaque soir, il réalise ses limites. Si une guerre nucléaire éclatait, sa petite personne prétentieuse serait anéantie en une seconde. Cela change quand Truck Kyun intervient et qu'il est transporté dans un monde fantastique en tant que seigneur des ténèbres surpuissant, avec un harem de filles de canon qui sont toutes folles de lui. Avant cela, Kageno vit toujours sa première vie en tant que PNJ, au style emo, mais il y a cette fille, Okene, une vraie pick-me girl certifiée, qui essaie toujours de se lier d'amitié avec lui, même s'il montre clairement aucun intérêt. Elle agissait ainsi parce que Kagena était le seul à l'école à ne pas la vénérer, et comme elle était une actrice plutôt célèbre et une garce gâtée, richissime, cela ne lui convenait absolument pas. En réalité, cependant, ses manières de vouloir plaire à tout le monde provenaient de traumatismes subis enfant, alors qu'elle était actrice il y a quelques années, lorsqu'elle fut kidnappée par des voyous et agressée. Maintenant, avec son SSPT, elle essaie de jouer la fille de rêve de chacun pour cacher sa propre amertume derrière son sourire. Une nuit, après avoir passé toute la journée à travailler sur le prochain festival scolaire, Akane attendit que son chauffeur vienne la chercher, mais il ne se présenta jamais. Sans autre option, elle rentra chez elle à pied, une chose que la princesse des heures de grande écoute n'avait pas faite depuis l'incident de l'enlèvement. Ce qu'elle ignorait, c'est que son pauvre chauffeur se faisait tabasser par des gangsters quelque part, tandis qu'une autre équipe était envoyée pour la récupérer. Très vite, Oken fut également encerclée, et pendant que les voyous l'assommaient avec un mouchoir imbibé de produits chimiques, elle aperçut Kagano, qui était en pleine patrouille nocturne de chasse aux criminels. Quand elle reprit connaissance, Oken se retrouva dans un bâtiment abandonné, où les ravisseurs promirent de la laisser partir dès qu'ils recevraient l'argent de la rançon de ses parents fortunés. Cependant, les choses dégénérèrent rapidement quand l'un de ces voyous décida qu'il voulait goûter à Okinae et la gifla violemment pour sa résistance, déclenchant tous ses traumatismes passés. Cependant, juste au moment où elle commençait à pleurer, Kogeno, sans la moindre hésitation, fit une entrée héroïque et se présenta comme le tueur de voyous stylés. Quel blagueur! Fidèle à son nom ridicule, Kogeno s'occupa rapidement du premier d'entre eux. Cependant, le gars suivant se révéla être un défi plus grand. Ce gigachad s'avéra être un ancien militaire, ce qui étrangement excita Kogeno, car il avait toujours voulu affronter un vrai soldat. Alors que leur combat commençait, ce vétéran prit initialement l'offensive, utilisant un poignard, mais Kogeno lui montra finalement pourquoi il était le protagoniste, en utilisant une paire de pieds de biche pour restructurer son visage déjà laid. Les deux étant hors d'état de nuire, Kogeno libéra Akane et disparut, seulement pour se morfondre plus tard dans sa misère et son manque de force. Pendant ce temps, les riches parents d'Akane étouffèrent l'incident, et personne ne découvrirait jamais que le justicier masqué était Kogeno. Le lendemain, quand Okune le salua, Kogeno utilisa en fait son nom correct, ce qui signifiait qu'il la reconnaissait enfin comme une personne. Cependant, comme ce n'était pas une comédie romantique, leur relation naissante mourut en quelques jours, Kogeno ayant eu un accident et perdu la vie. Et par les seigneurs de l'Isekai, Kogeno fut réincarné dans un monde fantastique avec un pouvoir magique inégalé et un harem de belles elfes qui étrangement gobent toutes les idées les plus folles qu'il invente sur le champ. Maintenant, en tant que cerveau derrière une organisation de chasse aux crimes souterraines, Kogano est enfin devenu le justicier en herbe, œuvrant dans l'ombre qu'il avait toujours voulu être, et décide de jouer le personnage secondaire pour cacher sa véritable identité et sa force. Dans cet univers parallèle, Kogena est né d'une mère canon et d'un père raté, au sein d'une famille qui entraînait des chevaliers noirs pour le royaume. Il avait même une sœur aînée qui était drastiquement plus forte que lui, mais seulement pour la galerie, car le vrai MVP avait toujours été lui, se cachant dans l'ombre et semant le chaos parmi les voyous de bas étage qui osaient croiser son chemin. Le nouveau pouvoir de Kagano lui conférait un revêtement corporel visqueux qu'il pouvait transformer en arme et pratiquement tout ce qu'il voulait. Et il l'utilisait pour éliminer les bandits comme s'il jouait à un jeu vidéo. Il le faisait surtout pour l'argent, car dans cette économie, qui ne le ferait pas? Je ne peux pas manger, je suis fauché, mec, je suis fauché. Bref, lors d'une de ses chasses nocturnes habituelles, Kogano tomba sur une masse de viande étrangement dégoûtante et décida de l'utiliser comme sac de frappe aussi longtemps qu'elle tiendrait. FBI, ouvrez! Cependant, pendant qu'il faisait cela, cette masse de viande se transforma un jour en une elfe incroyablement sexy et il changea immédiatement de plan d'action. Alors que cette nana reprenait ses esprits, Kageno adopta une pose provocante et prétendit être un seigneur qui venait de la sauver d'une malédiction. Regardez ce type! Il lui raconta ensuite des bobards inventés de toutes pièces sur un seigneur démon Diablo dont les sujets l'avaient transformée en un monstre visqueux parce qu'elle était l'une des 3 descendantes des héros qui avaient vaincu le seigneur démon. Voyant que ce tas de conneries était gobé,
Kogano fit un pas en avant et changea son nom de tueur de voyous en herbe en ombre, puis l'invita à rejoindre son culte pour chasser Diablo. L'elfe stupide, qu'il nomma Alpha, le crut immédiatement et lui jura allégeance. Dès lors, les improvisations de Kogeno lui valurent des admiratrices, les unes après les autres, et il les transforma finalement en son fan club personnalisé, appelé le Gardien de l'Ombre. Pendant ce temps, il continua à se déguiser en perdant pathétique, en échouant toujours devant sa sœur aînée, Claire, qui se croyait toujours meilleure que lui. Plus tard, à ses 15 ans, Claire était censée être envoyée à l'Académie des Chevaliers Noirs. Cependant, le jour de son départ, elle disparut. Le harem de Kagano en déduisit que c'était l'œuvre du culte de Diablo qui avait dû prendre Claire pour la descendante d'un héros, tandis que Kagano lui-même pensait que son lavage de cerveau les faisait prendre chaque voyou local pour un membre du culte. Quoi qu'il en soit, ses performances dignes d'un Oscar l'aident à jouer le jeu et sa bande décide de localiser et de chasser les ravisseurs cette nuit-là. Pendant ce temps, Claire, retenue captive, est étrangement outrée lorsque le ravisseur mentionne s'en prendre à Kogeno, révélant enfin ses couleurs de brocon. Alors le ravisseur l'assomme simplement et révèle qu'il veut tester son sang pour un rituel, seulement pour que son grand plan soit gâché par l'entrée de Kagano et compagnie. Il s'avère que les histoires improvisées de Kagano semblent s'être manifestées et que ces gros bras dopés sont des membres du culte de Diablo essayant de ressusciter leur chef. L'équipe se débarrasse rapidement des ravisseurs, puis regarde Alpha affronter leur chef à queue de cheval. Il ne fait pas le poids face à l'épée d'Alpha, alors il prend des pilules rouges, mais son maniement de l'épée ne s'améliore pas. Alors il fuit la scène, seulement pour affronter Kogeno dans sa tenue entièrement noire, à un étage inférieur. Il esquive facilement les attaques de ce militant d'1,80 m et avec quelques coups d'épée, dessine un puzzle sur lui. Le ravisseur se dope encore plus avec ses pilules amplificatrices de pouvoir, mais même après être passé en mode Super Saiyan, il succombe toujours à Kogeno. Plus tard, Claire rentre chez elle seule et part pour l'académie nocturne dès le lendemain. Une fois qu'elle est partie, Kogeno pense pouvoir enfin se détendre un peu, seulement pour être surpris quand Alpha et les filles révèlent qu'elles ont décidé de se séparer de lui et de poursuivre leurs intérêts individuels. Kogano se demande quand son Riz a commencé à s'estomper, mais les filles leur promettent de rester connectées à lui tant qu'elles traqueront Diablo et le culte. Quelques années passent, et Kogano se rend à la capitale pour s'inscrire lui aussi à l'école du soir. Cependant, comme il doit continuer à jouer le rôle d'un perdant, il fait de son mieux pour rester à l'écart des feux de la rampe. Il loge dans le dortoir le plus miteux, se lie d'amitié avec les geeks les plus nuls qui existent, et fait des paris étranges pour s'embarrasser et maintenir son image de personnage secondaire. Un matin, ses amis le forcent à tenir parole et à payer la pénalité pour avoir perdu un pari, ce qui implique de confesser son amour à la fille la plus populaire de l'école, la princesse Alexia, qui n'a jamais accepté de sortir avec qui que ce soit, et à piétiner l'ego de quiconque osait lui faire une déclaration. Le cul masochiste de Togeno lui avoue ses sentiments en bégayant et en crachant. Cependant, son grand plan se termine en véritable désastre quand elle lui dit oui et le redirige vers le chemin d'un protagoniste de comédie romantique. Ses amis sont tout aussi surpris de l'endroit où il a trouvé tout ce breeze. Le lendemain, Alexia les rejoint même pour le déjeuner, et grâce à ses poches profondes, les radins goûtent de la viande pour la première fois depuis longtemps. Kogano, qui veut qu'elle le largue pour qu'il puisse revenir à son ancienne vie insignifiante, dévore tout, seulement pour découvrir qu'elle apprécie plutôt la scène. Plus tard, elle le traîne à ses leçons d'escrime, où Xénon, le chef des chevaliers royaux, est l'instructeur. Il leur prêche des conneries sur le fait de se battre pour le bien commun, mais Kageno essaie plutôt concentré sur le style d'escrime particulier d'Alexia. Il remarque qu'elle s'en tient aux bases et n'a rien de vraiment génial dans sa technique, quelque chose qu'il apprécie. Plus tard, il surprend une conversation entre elle et Xénon et réalise qu'ils sont arrangés pour se marier, en déduisant que la garce le trompe simplement pour énerver Xénon. Kugeno essaie de rompre avec elle, seulement pour apprendre que les rats qu'il a pour amis ont déjà balancé leur pari et sa fausse confession. Alexia essaie de le menacer pour qu'il reste son amant, mais aucune de ses paroles fortes ne fonctionne aussi bien que ses pièces d'or scintillantes. Pour celle-ci, Kagano remue la queue comme son chien fidèle. À partir de ce moment, même si tout le monde le traite de gigolo, Kagano reste aux côtés d'Alexia pour compenser l'inflation, ce qui est juste stupide de nos jours. Mais cela commence à énerver Xénon. Plus tard, alors qu'elle continue de se plaindre de lui dans le train, Kogano l'écoute tranquillement mais lui demande ensuite pourquoi elle ne veut pas l'épouser malgré qu'il soit un partenaire idéal. Alexia dit qu'il est bien trop parfait, ce qui la rend méfiante quant à savoir s'il cache de gros défauts ou s'il est simplement psychotique. Quelques jours plus tard, sur le chemin du retour, Alexia critique le style d'escrime de Kageno et le qualifie de simple, mais Kageno dit qu'il aime son style bien que le sien soit tout aussi simple et inintéressant.
Cela la déclenche pour une raison quelconque et après s'être plainte de vouloir toujours être aussi géniale que sa sœur prodigue et qu'elle le déteste viscéralement, Alexia descend du train. Cependant, le karma la rattrape et elle est kidnappée sur le chemin du retour. Le lendemain, Zénon arrête Kogano comme principal suspect de son enlèvement, ce à quoi il ne résiste même pas. Pendant ce temps, Alexia se retrouve enfermée dans une cellule de prison quelque part, juste à côté d'une créature étrange et laide, alors qu'elle commence à soupçonner que c'était l'œuvre de Kogano, un savant fou antre, assoiffé de son sang royal. Interrogé, il révèle qu'il l'utilisera pour ressusciter le roi démon. D'autre part, les sbires arrogants de Zénon commencent à tabasser sérieusement Kagano, mais son côté sadique en est plutôt satisfait. En fait, comme ces deux petits poissons semblent exceptionnellement stupides, Kogano essaie de rivaliser avec eux dans une bataille de qui peut agir le plus bêtement. De retour dans le laboratoire du cinglé, il ne parvient pas à prélever suffisamment de sang d'Alexia et se défoule sur la créature laide de la cellule voisine, seulement pour qu'Alexia ramène son attention sur elle afin de détourner l'attention. Cela ne vieillit pas bien car il la fait ensuite manger du vomi littéral, ce qui éteint rapidement son activisme humanitaire en herbe. À l'académie, Zénon rencontre la sœur aînée d'Alexia, Iris, qui est la princesse de l'État, et ils discutent de stratégies pour localiser et secourir sa sœur. Le brocon, d'autre part, fait une dépression nerveuse en apprenant la capture de Kageno, et essaie désespérément de quitter le dortoir pour secourir son frère. Quelques soirs plus tard, après que Kogano soit libéré, il remarque quelques hommes suspects le suivant chez lui, seulement pour qu'Alpha s'en occupe discrètement. Elle salue plus tard Kogeno dans sa chambre et révèle qu'elle est revenue dès qu'elle a appris qu'il était en difficulté. Kogeno, qui ne s'attendait jamais à la revoir, est surpris d'apprendre qu'elle travaille toujours à étendre son jardin des ombres et est encore plus stupéfait quand elle déduit qu'Alexia a également été capturée par le culte démoniaque. L'admiration d'Alpha ne s'arrête pas là et elle le couche doucement, commence à le déshabiller et l'interroge sur sa romance avec Alexia, quelque chose dont elle est clairement jalouse. Cependant, elle part discrètement quand il explique que ce n'était que pour le spectacle et elle l'informe que Beta viendra le rencontrer bientôt. Pour accueillir Beta, il sort toutes les peintures à l'huile fantaisiste et le bon vin qu'il a procuré grâce à son activité secondaire de voleur et de chien fidèle. Et cela fait des merveilles quand elle entre dans son dortoir et l'entend parler de sa voix grave à la Batman. L'admiratrice est instantanément excitée et troublée de voir Kogano dans sa tenue impeccable et révèle qu'elle et le reste de ses filles prévoient un assaut à grande échelle contre le culte ce soir. Plus tard, alors qu'il lance cette mission auto-imposée, deux autres hommes de Zénon essaient de le piéger en répandant l'odeur d'Alexia sur lui, seulement pour que Kageno leur botte les fesses, ce que Beta remarque. Alors que le culte de Kageno commence sa mission, l'équipe d'Iris fait de même, et ils essaient tous deux de localiser Alexia. De retour dans le donjon, le savant fou retourne à la cellule d'Alexia et injecte l'entité avec son sang, espérant réveiller le seigneur démon. Cependant, cette expérience de Frankenstein échoue, et l'entité se transforme plutôt en un monstre sanguinaire qui d'abord et avant tout l'éclabousse comme on écrase une tomate mûre. Étonnamment, elle ne blesse pas Alexia et brise plutôt ses chaînes avant de se diriger vers la ville pour jouer à Godzilla arrivant à Tokyo. Plus tard, alors qu'Alexia sort de sa cellule de prison, elle est dégoûtée de trouver le visage suffisant de Zénon et réalise que c'est lui qui l'a kidnappée et torturée. Et pourtant, comme il sait comment la provoquer, il compare son sang inférieur à celui d'Iris, ce qui l'a fait exploser. Mais comme ce n'est pas Naruto, son boost de puissance Emo ne fonctionne pas. Alexia perd son combat contre Zénon. Sachant qu'elle est foutue, Alexia prie pour un miracle, et le miracle arrive sous la forme de Kageno. Après son long discours de méchant, Kogano fait son apparition et Zénon le reconnaît immédiatement comme le justicier masqué qui chasse la nuit. Pensant qu'il est quelqu'un, Zénon rabaisse arrogamment Kogano et le charge, cependant Kogano le fait ravaler ses paroles. Alors que ce gros balourd le regarde bouche bée, le Hulkfang recouvert d'elfes se libère et sème le chaos dans la ville. Les misérables chevaliers sous le commandement d'Iris essaient de la retenir, seulement pour être repoussés comme de simples mouches. Iris joue les héros et tranche le monstre, seulement pour réaliser qu'il peut se soigner même après avoir perdu un membre entier. Cette blague de princesse essaie ensuite de le découper en dés pour l'empêcher de se régénérer, cependant même cela échoue et force Alpha à intervenir. Cette reine elfe voit immédiatement que le monstre veut être exorcisé et utilise un mouvement rapide pour l'anéantir complètement, le libérant. Le monstre disparu et Alpha victorieuse, Iris devient une elfe simple certifiée et demande son pseudo Instagram. Mais Alpha lui dit de juste s'asseoir et de profiter du spectacle. Rejeté. Dans les tunnels en dessous, Kageno et Zénon commencent leur bataille et Zénon se convainc d'un boost de puissance, mais Kageno le défend avec presque aucun effort.
Après avoir esquivé Zénon et l'avoir mis sur les fesses, leur combat reprend de plus belle. L'échange de coups qui en résulte fait réaliser à Alexia que, malgré sa puissance extrême, la technique de Kageno est magistrale, mais très simple et directe, similaire à la sienne. Kageno le met à terre à nouveau, et après un bref discours « Nous sommes Shadow Garden », Z se dope à fond avec ses pilules de stéroïdes, passant en mode Super Saiyan et se proclamant l'élu. Pourtant, Kogeno le frappe un peu et le vainc facilement. Puis Kogeno décide de montrer son attaque ultime de niveau atomique et de l'anéantir. Alors que l'éclair de son attaque brille sur toute la ville, tout son harem de fans s'extasie à travers la ville. Alexia, maintenant seule, brandit une épée maintenant que Zénon est anéanti et que Kogeno est introuvable. Bientôt, sa sœur inutile arrive et l'embrasse, heureuse de la trouver vivante, et les deux mettent leurs problèmes familiaux de côté. Le lendemain, Alexia retrouve Kogeno à l'école et le remercie d'avoir loué son style d'escrime et avec des joues rougissantes, lui demande s'ils peuvent continuer à sortir ensemble un peu plus longtemps. Notre Gigachad la rejette brutalement, ce qu'elle semble gérer comme une championne, mais ensuite le s'envole. Pendant ce temps, le harem de Kogeno, encore ébloui par ses mouvements de puissance audacieux, discute du problème pressant d'un imposteur se faisant passer pour Shadow Garden et décide d'y mettre fin. D'autre part, Eris, qui soupçonne l'implication de Xenon dans l'enlèvement d'Alexia, crée un ordre de chevaliers distinct, indépendant de ceux travaillant sous ses ordres. De plus, elle découvre une relique qui, selon elle, l'amènerait au culte de Diablo, et pour la déchiffrer, une Pinkette écervelée rejoint leur école. Cependant, le jour de sa rentrée, elle percute Kogano, qui vient de survivre à la colère d'Alexia et tombe amoureuse au premier regard. Et c'était bizarre. Au cours des jours suivants, des justiciers masqués tuent des gens partout en ville au nom de Shadow Garden, tandis que Kagano jure à ses amis cultivés qu'il est toujours vierge après que sa rupture soit devenue officielle. Les gars nuls le forcent finalement à les accompagner pour visiter un supermarché local qui était la nouvelle attraction de la ville. Pendant ce temps, Sherry, la nouvelle Pinkette, accepte d'aider Iris à découvrir comment utiliser la relique qu'elle a trouvée lors d'un raid dans une installation appartenant au culte de Diablo. De retour en ville, Kogano et compagnie arrivent à destination seulement pour trouver une longue file d'attente digne de Disney World. Pendant qu'ils attendent leur tour, Kagano jette un coup d'œil autour de lui et constate que ce nouveau magasin est étrangement similaire aux choses dont il se souvient de sa vie passée. Soudain, une bombe apparaît et emmène Kagano pour une enquête, faisant se demander aux deux autres quand son cul de ringard est devenu un tel aimant ananas. Cette petite bombe le conduit à travers le magasin et amène Kageno à une somptueuse maison de rêve sur le toit, où il trouve l'une de ses 7 ombres, Gamma. Elle révèle qu'elle a utilisé toutes les connaissances qu'il lui a transmises pour créer ce supermarché qui lui rapporte des millions, le faisant se demander comment des conneries insensées qu'il avait débitées il y a quelque temps pour avoir l'air cool se sont transformées en ce petit coin de paradis. Cependant, comme Gamma est un génie, ce n'était vraiment pas une grande surprise. Plus tard, elle demande à Kogano de prendre le trône qu'elle a préparé pour lui, mais trébuche en chemin et fait une chute spectaculaire. Alors qu'il s'installe sur ce piédestal, l'enfant intérieur de Kogeno piaille de joie en se sentant comme un roi, mais il agit comme un dur à cuire et récompense tous ses sujets avec une douche étincelante, car son cul fauché ne peut rien se permettre d'autre. Gamma, qui comme toutes les filles est satisfaite de son strict minimum, appelle cela le plus beau jour de sa vie et lui montre le milliard de pièces d'or qu'elle a généré en revenus. Kagano a des sueurs froides, car il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie, mais il essaie de faire l'indifférent et interroge Gamma sur les récents incidents d'imitation. Quand Kogeno prend congé, elle lui présente New, l'une des dernières recrues de son club de filles, et la charge de l'assister. Avant de partir, Kogeno demande à Gamma de lui donner 3 paquets de chocolat et prend même quelques pièces pour augmenter sa tranche d'imposition. Cette nuit-là, alors que lui et ses potes retournent au dortoir, Kageno sent quelque chose d'anormal à proximité et utilise l'appel de la nature comme excuse pour aller enquêter. Cependant, ce qu'il découvre prouve qu'il n'est qu'un autre idiot faisant son numéro. Au lieu d'Alexia jouant à Shadow Garden, il découvre qu'elle est traquée par un imposteur inconnu qui prétend être eux. Au lieu de l'aider immédiatement, Kogeno, en parfait gentleman qu'il est, s'installe confortablement et savoure le spectacle pendant que la demoiselle affronte plusieurs justiciers à la fois. Juste au moment où les choses sont sur le point de dégénérer, il intervient et commence à leur régler leur compte. Alexia remarque l'énorme différence de leur niveau de puissance, pourtant cela ne correspond pas à ses sensibilités de gauche, et elle demande pourquoi il n'utilise pas son pouvoir pour le bien commun. Kagano lui dit de garder son sermon moralisateur pour quelqu'un qui s'en soucie et s'éclipse juste avant qu'elle ne s'effondre. Il traque ensuite les autres voyous imposteurs et livre le dernier à New pour interrogatoire.
Lorsque la nouvelle de leur mort atteint le quartier général de l'ennemi, leur chef, qui est clairement un fanatique de Goblin Slayer, dit à ses sbires de prioriser la récupération de la relique volée plutôt que d'organiser leurs funérailles. Plus tard, alors qu'Alexia parle à Iris du faux Shadow Garden, Iris lui dit qu'elle ne se soucie ni du culte ni du monde souterrain, mais qu'elle veut protéger son propre royaume. Le lendemain, Kagano et les deux idiots jouent à la deuxième manche des confessions aux jolies filles, et bien que les deux perdants se fassent tabasser par les petits amis des filles, Kagano capture le cœur de Chéri quand il laisse tomber sa boîte de chocolat sur elle, juste pour en finir. Plus tard, sa petite personne rêve d'un avenir avec Kagano en mangeant les sucreries, et son père adoptif appelle cela le coup de foudre. Et il croit que Kagano doit être fou de Chéri pour lui apporter quelque chose d'aussi cher. Le lendemain, New s'infiltre dans l'école en tant qu'étudiante infiltrée et informe Kogano que le fou qu'ils ont capturé n'a pas encore parlé du jardin des ombres de Copycat. Elle explique en outre comment la plupart des adeptes du culte ont été drogués et soumis à un lavage de cerveau, à l'exception de Rex, qui est leur seul soldat nommé. Kogano, qui en a marre de toutes ces conneries, croit qu'il y a une raison plus importante pour laquelle ces imposteurs se font passer pour son organisation et dit à New d'enquêter. Plus tard, ses amis idiots révèlent à Kogano qu'ils l'ont inscrit au prochain festival afin qu'il puisse devenir populaire auprès des dames et aider à en séduire une aussi. Pendant le festival, Claire démolit quelques faibles pour libérer sa frustration refoulée, tandis que les personnages secondaires certifiés tentent de faire fortune en jouant. Cependant, en vain, car leur compte bancaire passe rapidement dans le rouge, Kogano affronte Rose, une princesse guerrière, lors de son premier match, et réalise qu'il doit se faire botter le cul s'il veut gagner le prix du meilleur personnage secondaire. Ils se chargent l'un l'autre au début du match, et bien que Kogano ait de multiples possibilités de frapper Rose, il choisit d'avaler du faux sang et se fait battre. Alors qu'il s'effondre au sol, l'arbitre annonce que Rose est la gagnante, seulement pour que Kageno se relève et affirme qu'il peut encore se battre. Rose le bat une fois de plus, mais il continue de se relever, comme un personnage secondaire d'Imo Amp, avec une triste histoire et gagne le respect de Rose. Elle utilise finalement son mouvement de pouvoir secret pour le vaincre, mais finit par rejoindre son club de fans. Après avoir été emmenée à l'infirmerie et bandée comme une momie, une chérie aux yeux étoilés apparaît devant lui et l'emmène à un rendez-vous. Elle lui offre des biscuits faits maison pendant que Kogano se demande comment il a encore atterri sur ce chemin de comédie romantique. Chéri, qui croit qu'il veut l'épouser, dit à Kogano qu'elle préférerait commencer par être amies avant de coucher ensemble. Au moment où il accepte cela, elle fait apparaître son père adoptif, qui est le chef du département de recherche du royaume. À ce stade, Kogeno réalise qu'il a fait une erreur en s'en mêlant avec des personnages principaux potentiels et décide de prendre quelques jours de congé. Ce soir-là, Chéri ne peut s'empêcher de fantasmer à nouveau sur Kagano et rend plus tard visite à Alexia pour s'enquérir de sa relation avec lui, simplement parce qu'elle est jalouse. Après avoir appris qu'ils ont rompu, Chéri annonce joyeusement qu'elle peut maintenant sortir librement avec lui, au grand déplaisir d'Alexia. Comme elle aime toujours Kogeno, Alexia a une crise en imaginant ces deux-là ensemble, mais prétend être une dure à cuire, une garce au cœur froid. Quelques jours plus tard, alors que Kogeno réintègre l'école, Rose se présente à leur cours et parle d'une élection à venir. Pendant ce temps, le Copycat de Goblin Slayer utilise une relique antique pour jeter une barrière autour de l'école. Kogano réalise que quelque chose ne va pas, mais quand il essaie d'utiliser sa magie, il découvre qu'elle ne fonctionne pas. À ce moment-là, les justiciers encapuchonnés du culte font irruption dans leur salle de classe et disent à tout le monde de se mettre à genoux, seulement pour que Rose refuse. Elle sort son épée et essaie d'agir comme une héroïne. Cependant, elle n'a aucune idée que sa magie ne fonctionnera pas sur l'adversaire. Alors, juste avant qu'elle ne soit lacérée, Kogeno intervient et la protège, seulement pour être lui-même mis de côté, comme un simple pion. Du bon côté, les illusions de Rose gonflent et elle commence à croire qu'il est tellement épris d'elle qu'il donnerait sa vie. Tout le monde le croit perdu, mais Kogeno est juste ravi d'avoir enfin des histoires d'attaques terroristes à raconter à ses petits-enfants. Plus tard, alors que le chef du culte rassemble tous les étudiants dans l'auditorium et que ses laquais cherchent la relique en possession de Chéri, Kogano revient à la vie et trouve un moyen d'utiliser sa magie en la libérant par petites quantités. Pendant ce temps, juste au moment où Chéri découvre enfin comment décoder la relique, le fou, Rex, fait irruption dans sa chambre par la fenêtre et lui dit qu'il est là pour voler la relique pour son patron, en échange d'être autorisé à semer autant de chaos qu'il le peut. Il balance son épée sur elle et juste au moment où il pense qu'elle est finie,
son chien de garde apparaît et affirme qu'il peut lui botter le cul. Alors que Sherry s'échappe et lui laisse tout, Kagano observe le chaos depuis le toit. Typique d'un puissant seigneur des ténèbres, il est dégoûté que ces minables aient attaqué en plein jour malgré qu'ils se disent des ombres. Il remarque en outre que toutes leurs méthodes sont exactement conformes aux règles et qu'ils ont regroupé tous les otages dans un auditorium où ils supposent que leur chef doit se trouver. Cependant, comme frapper en plein jour n'est pas son style, Kogeno s'en tient à les attaquer depuis les ombres et les élimine un par un. Soudain, il trouve l'idiote Rose courant dans les couloirs complètement exposés et sauve secrètement sa peau en éliminant chaque ennemi qui s'approche trop. Quand il est temps de faire enfin son apparition, il se présente comme son chevalier en armure étincelante et la rattrape alors qu'elle trébuche. Surprise de voir la tache de sang sur ses vêtements, elle demande s'il a besoin d'être emmené à l'hôpital, mais il fait le dur et la réprimande plutôt pour son insouciance. Ils se dirigent ensuite en sécurité vers le bureau de son père, où Kogano réalise que Sherry est la protagoniste de cet arc, mais se demande où est son médium attitré. Plus tard, Mademoiselle Je sais tout lui parle de la relique, que l'ennemi utilise pour bloquer leur magie, et lui montre que celle qu'elle possède peut être utilisée pour bloquer ses effets. Elle explique également comment la relique n'absorbe que la magie à laquelle elle a été exposée, et Kogano réalise que c'est pourquoi il peut utiliser une magie à petite fréquence, puisqu'elle est pratiquement indétectable. En apprenant que la relique ne peut fonctionner que dans les endroits où l'énergie magique est concentrée, Kogano déduit que la relique doit se trouver dans l'auditorium, et les deux forment une équipe pour premièrement décoder la relique, et deuxièmement arrêter le grand plan du tueur de gobelins. Alors que Kogeno retourne à son bureau pour récupérer les instruments pour la première partie de leur plan, le chef du culte dénigre Rex sur le fait qu'il n'avait qu'un seul travail et que ne pas avoir le deuxième artefact ruine tout le grand final. Rex lui dit qu'il doit faire attention à ses arrières puisque la moitié de son armée a déjà été anéantie avant qu'il ne retourne chercher Sherry. Cependant, dès qu'il rentre dans le bâtiment, ses sbires disparaissent et Kagano le salue d'un coup de poing en plein visage, un visage très propice au coup. Comme il ne peut pas voir Kagano grâce à sa vitesse, ce lâche jette un filet magique autour de lui pour le tenir à distance, seulement pour trouver Kogano en plein cœur de ses défenses. Alors que ce super vilain autoproclamé se transforme en ballon de football de Kogano, il se retrouve dans une chapelle pleine des cadavres de ses camarades et commence à perdre la tête. À ce moment-là, Kogano apparaît derrière lui et l'ajoute à son groupe. Pendant ce temps, New recueille des informations dans le bureau de Sherry. Elle y trouve l'un de ses gardes qui se trouve être son ex-fiancé. Toujours froide à propos de leur rupture, elle sort une lame et envisage de l'achever, seulement pour être interrompue par Kogeno, qui est là pour rassembler des instruments afin d'accorder la relique. New l'informe que ses filles ont déjà infiltré l'école et seront prêtes à attaquer dès qu'il leur fera signe, et Kogano lui dit de ne rien faire tant que la relique n'est pas entièrement accordée. Plus tard, tandis que Sherry trouve enfin son rythme, les étudiants enfermés dans l'auditorium commencent à s'agiter. Les chevaliers sous le commandement d'Iris hésitent à entrer par effraction, car ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir d'autres traîtres à l'intérieur du bâtiment, tandis que Nu fait signe à Gamma de rester en place. Rose, d'autre part, craint qu'il n'échoue encore lamentablement face au maléfique seigneur du culte, même s'il monte une attaque. De retour dans le bureau de papa, Sherry parvient à activer la relique et emmène Kogeno à l'auditorium via un passage secret dont son père lui avait parlé. Son côté cinéphile adore le frisson de jouer à James Bond, mais Sherry se souvient à quel point sa mère a été brutalement tuée, et par nul autre que son salaud de père adoptif, un sombre secret qu'elle était juste trop jeune pour reconstituer. Après que Sherry se soit dirigée vers l'auditorium par ce passage, certains des ravisseurs commencent à abattre quelques étudiants par ennui, un spectacle qui amuse leur chef psychopathe sadique. Cependant, la lâche Rose refuse d'agir parce qu'elle est trop occupée à se faire dessus. Sherry observe tout ce bain de sang et, dans un accès de rage, jette la relique en l'air. Elle réagit instantanément à celle dans la main du chef du culte et fait tomber la barrière. Avec leur magie de nouveau en action, Rose abat un bandit et dit aux autres d'attaquer. Alors que le chaos s'ensuit, les deux équipes s'affrontent violemment et Rose lutte contre le nombre d'attaquants qui la ciblent. Cependant, juste au moment où elle pense qu'elle est perdue, Kageno fait une autre entrée spectaculaire et loue l'escrime de Rose. Elle est trop prise par le moment pour reconnaître qu'il est le perdant Kageno qu'elle connaît à l'école. Pendant ce temps, Kogeno et compagnie submergent le culte de leur pouvoir, à tel point que le chef minable tente de fuir. Kogeno le remarque, mais avant qu'il ne puisse le poursuivre, ce salaud met le feu à toute l'école. Après que Rose ait à peine évacué les étudiants, Iris apparaît enfin mais s'avère toujours aussi inutile. D'autre part, Sherry essaie de chercher son père, mais en vain. Pendant ce temps, le chef du culte se dirige vers le bureau et commence à mettre le feu au livre. Il s'avère que le soi-disant Goblin Slayer était le salaud de père de Sherry depuis le début, quelque chose que Kogeno avait déjà deviné. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela,
Comme tout méchant qui se respecte, il récite son histoire larmoyante. Il s'avère qu'il était autrefois au sommet du jeu de l'escrime, mais une blessure l'a fait chuter. Maintenant, il est amer à ce sujet et fait essentiellement une crise de colère. Ce type sans vergogne va même jusqu'à se vanter d'avoir éliminé la mère de Sherry simplement parce que sa stupide personne le gênait, et invite plus tard Kogeno à un combat quand il lui fait clairement savoir qu'il n'en a rien à faire de lui ou de son passé. Un seul mouvement du vieil homme excentrique envoie Kogano dans l'au-delà, seulement pour qu'il soit ressuscité en tant que le seigneur des ténèbres maléfiques qu'il est vraiment. Témoin de son charisme inégalé, l'homme réalise qu'il serait perdu à moins d'utiliser l'amélioration de puissance. Une fois qu'il est illuminé, il se transforme en Voldemort avec des cheveux, mais Kagano se contente de rester debout et d'esquiver toutes ses attaques et finit par le découper en morceaux. Alors qu'il connaît la même fin que la mère de Sherry, la stupide Pinkett entre et perd la tête, pleurant le salaud qui l'a orpheline en premier lieu. Pendant ce temps, Kogano s'éloigne sans lui dire la vérité. Le lendemain, Kogano devient un méchant international à la une des journaux, quelque chose qui ne plaît pas à Alpha et au reste de l'équipe de filles. Pendant ce temps, Sherry l'approche alors que leur école raciste ferme enfin définitivement et révèle qu'elle part pour une autre ville afin de se concentrer sur ses recherches. Quand Kogeno lui demande pourquoi, elle dit que c'est un secret et les deux se disent au revoir. Au cours des jours suivants, Kogeno profite de sa vie de solitude après avoir échappé à sa sœur harcelante et reçoit une lettre d'Alpha, l'invitant dans une terre sainte quelque part. Pendant ce temps, sa bande de fans s'étend à la Delta, littéralement à moitié garce, et à Epsilon qui ne croit pas que la platitude soit justice. En fait, avec le pouvoir visqueux que Kogano lui a accordé, elle transforme ses prunes en pastèques pour donner de la concurrence aux courbes de Beta. Cette beauté naturelle, d'autre part, passe son temps à écrire de jeunes romans de fiction avec Kogano comme personnage masculin principal de ses rêves. Cependant, lorsqu'elle est confrontée au syndrome de la page blanche, Beta n'a d'autre choix que de sortir et d'affronter Epsilon dans une bataille d'atouts. Malheureusement, comme être visqueuse n'est pas la qualité première d'Epsilon, elle utilise sa personnalité désagréable et merdique pour argumenter que Kagano a eu plus soif d'elle que d'Epsilon, simplement grâce à ses melons plus juteux. Bien que Beta ne soit pas d'accord, leur dispute est interrompue lorsque New apparaît et les informe des nouvelles d'Alpha. De retour en ville, Gamma rencontre Iris et Alexia dans son grand magasin et les aide à faire du shopping pour la prochaine apparition d'Alexia en tant qu'invitée à une compétition en Terre Sainte. Étant hospitalière, elle les laisse aussi déguster de délicieuses boules de chocolat premium. Quel jeune homme vous êtes, mon Dieu! Et plus tard, elle aide Alexia à choisir de la lingerie sexy dans son paradis de la culotte. Cependant, Iris pense qu'Alexia ne devrait pas exposer autant sa peau, ce qui pousse Alexia à la convaincre du contraire en exhibant ses pêches parfaitement pulpeuses et en la séduisant contre le mur. D'autre part, la dernière recrue du fan club de Cargano, Rose, l'accompagne en Terre Sainte, tout en fantasmant sur le fait de le sauver d'une attaque d'incendiaire et de lui donner tout son cœur. Cependant, Kogano n'est pas si intéressé par la dernière venue et finit par la repousser pour son espace personnel si nécessaire. Tandis que sa petite personne continue de parler sans cesse de leur prochaine grande cérémonie de mariage et de leurs 3 futurs enfants, Kageno recherche la religion locale, les enseignements divins et ses croyances concernant les 3 héros légendaires qui sont descendus en Terre Sainte il y a des années. Quand ils atteignent la Terre Sainte, Rose emmène Kogano à un marché local où il trouve un porte-clés symbolisant comment le plus grand des 3 héros, Olivier, a coupé le bras gauche de Diablo. Elle l'informe également que cette main légendaire a été scellée dans les ruines d'un endroit appelé le Sanctuaire à proximité et l'emmène plus tard faire une razzia de livres. À la surprise de Kogeno, son auteur de comédie romantique préféré s'avère être Beta, qui vend actuellement une version piratée de l'histoire de Cendrillon pour des millions. Il obtient quand même un autographe mais commence ensuite à se demander pourquoi il n'a jamais pensé à utiliser ses propres connaissances de son ancien monde pour gagner de l'argent, contrairement à Gamma et Beta. Plus tard, alors qu'il compare son autographe avec celui de Rose, il réalise que Beta a écrit le sien dans une langue ancienne que Kogano dissimule d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, une version plus audacieuse d'Alpha infiltre l'église locale, seulement pour découvrir que l'archevêque a été éliminé, ainsi que ses sbires. Cela la pousse à se demander ce qu'il cachait, mais elle part et échappe de justesse à la capture. La nuit, Kageno veille comme un super vilain tout en mangeant innocemment de la crème glacée et devient plus tard complètement sadique en utilisant le bâton de crème glacée pour trancher le popcorn. À ce moment-là, Epsilon apparaît et essaie d'attirer son attention en exhibant ses melons rebondissants. « Arrête ça, fais-toi aider !» Cependant, le dur à cuire est plus intéressé par l'obtention d'informations sur leur mission en cours que par de simples implants de slime. Après avoir entendu son rapport, Kogeno dit qu'il mènera sa partie de la mission comme il l'entend et s'en va. Le lendemain soir, il se dirige vers les sources chaudes locales
pour profiter d'un peu de paix, loin de ses fangirls oppressantes, seulement pour trouver la pionnière de son harem en train de se prélasser dans la même source chaude. Bien que Kogeno ignore complètement son existence, Alexia n'en croit pas sa chance de croiser son chemin presque nue après avoir acheté toutes ses culottes chères. Cependant, étant une femme cultivée, elle ne peut s'empêcher de lorgner son physique et dit qu'elle est heureuse qu'il soit en vie après avoir été si gravement blessé. En tentant de poursuivre leur petite conversation, Alexia révèle qu'elle est en Terre Sainte pour assister au prochain procès des déesses et apprend que Kogeno n'est là qu'en touriste accidentel sans réellement savoir quoi que ce soit sur l'événement. Réalisant cela, Alexia mentionne qu'elle est déçue de voir que ses atouts juteux n'attirent aucune de son attention et Kageno explique qu'il préfère garder ses yeux pour lui-même aux sources chaudes. Ensuite, il lui demande d'arrêter de lorgner son Excalibur. Alexia se moque de lui pour être délirant et appeler son misérable ver un Excalibur. Cependant, elle est instantanément prouvée fausse quand il se lève et lui montre sa saucisse. Après son départ, la pauvre fille est laissée désemparée et remet en question toute son existence. Le lendemain, alors que le procès commence, le nouvel archevêque lance la cérémonie avec un long discours ennuyeux, tandis qu'Alexia maudit intérieurement le Baldi d'avoir ignoré la mort de l'évêque précédent, presque comme si elle n'avait jamais eu lieu. Elle se souvient en outre comment il a annulé leur inspection et l'a humiliée il y a quelques heures à peine, ce qui l'exaspère encore plus. Cependant, son attention est immédiatement volée par Beta, ou plutôt par ses énormes atouts, lorsqu'elle est présentée comme l'invitée d'honneur suite au succès de ses romans. Comme prévu, la foule rugit quand elle se penche et exhibe ses atouts tandis que la personne peu sûre d'elle d'Alexia se sent en colère de ne pas recevoir le même traitement. La petite jalousie de Beta envers Alexia pour être l'ex de Kogano n'aide pas non plus et la mauvaise entente entre les dames devient évidente très tôt. Leur chamaillerie s'estompe en arrière-plan lorsque Rose est présentée, juste après quoi le procès commence. Le chétif premier concurrent qui semble n'avoir jamais fait de sport de sa vie appelle les anciens guerriers seulement pour que personne ne réponde à ses appels. Alors qu'il traîne sa faible personne vers les chambres, un chevalier arrogant et robuste prend sa place, seulement pour connaître le même sort. Pendant ce temps, Kogano observe cela depuis la scène et s'imagine faire une entrée spectaculaire au milieu du jeu comme tout weeb excentrique qui se respecte. Il lutte également entre vouloir entrer sur le terrain pour botter le cul de tout le monde et devoir rester en retrait pour jouer le meilleur figurant possible. Cependant, sa fantaisie s'envole en poussière lorsque l'annonceur appelle soudainement son nom comme l'un des participants. Non, pas question, non. Pendant ce temps, ces dames infiltrent toute la ville pour obtenir des informations et rester postées à leurs emplacements spécifiques. De retour au Colisée, tout le monde dénigre Kogano et s'attend à ce qu'il soit un autre lâche qui se ferait battre par les fantômes, le faisant hésiter entre vouloir s'enfuir et se ridiculiser plus tard, et rester et exposer son identité. Finalement, il décide de distraire le public avec un éclair de lumière et fait son apparition en tant que son alter ego louche, complètement sûr que cela augmentera les vues du spectacle. Après avoir débité ses conneries introductives typiques, Kageno invoque un fantôme ancien pour le combattre, tandis que le chauve moche croit qu'il est trop arrogant pour sa propre culpabilité. Cependant, il ravale ses paroles au moment même où la porte du paradis s'ouvre juste au-dessus du stade et une beauté fatale apparaît devant Kogeno, qui est son adversaire. Cette dame intimidante n'est autre qu'Aurora, la sorcière de la calamité, qui il y a bien longtemps a semé le chaos à travers les cieux et la terre entière. Beta, qui observe la scène depuis la mezzanine, sort un carnet de sa cachette secrète et demande au Baldi, cultivé mais dégoûtant, de lui fournir davantage d'informations, tandis que les deux autres filles lèvent les yeux au ciel, exaspérées par son impudence totale. Cependant, grâce à cette impudence même, le Baldi explique à quel point la sorcière est dangereuse et à quel point les chances de survie de Kageno sont minces, mais Alexia le contredit aussitôt, avec une assurance déconcertante. Étant une fan inconditionnelle, elle est convaincue que cette épreuve ne convoque que des adversaires de force égale, ce qui signifie que Kageno devrait pouvoir tenir tête à Aurora. D'un autre côté, Kageno sent des étincelles voler entre eux, et les papillons dans son ventre lui disent qu'Aurora ressent la même excitation que lui pour leur combat imminent. Croyant que le combat n'est qu'une autre forme de conversation, Aurora tire son premier coup, que Kogeno esquive avec une facilité déconcertante. Bien que le Baldi, toujours aussi laid, pense que Kogeno est en train de perdre, ses fans féminines, elles, sont persuadées qu'il se débrouille très bien, vu la simplicité avec laquelle il évite toutes les attaques. Pendant ce temps, Kogeno continue de s'extasier devant la beauté fatale et finit par réduire en miettes sa toile de sang la plus puissante, mettant fin à la bataille juste après l'avoir transpercée. Aurora, de son côté, est ravie de mourir, car elle comprend le langage amoureux de Kogeno, mais surtout parce qu'elle est une masochiste assumée. Alors que Kogano s'enfuit après son moment de gloire, la barrière autour du Colisée se brise soudainement et un étrange portail magique s'ouvre en deux,
grâce aux efforts combinés d'Alpha et de sa compagnie qui ont travaillé en coulisses. Ailleurs, Kogeno se félicite d'avoir offert un spectacle aussi grandiose quand soudain un portail magique similaire s'ouvre devant lui. Cependant, comme il ne veut plus de drame pour aujourd'hui, il choisit de l'ignorer, mais le portail le suit partout jusqu'à ce qu'il cède et y entre, résigné. De retour au Colisée, tout le monde s'inquiète de ce qui se passe lorsque le pape chauve explique que le sanctuaire a peut-être réagi à l'immense pouvoir de Kogeno. Il ajoute que le portail ne s'ouvre que lorsque quelqu'un le cherche et qu'il n'a pas besoin d'être manifesté physiquement pour cela. Il ordonne ensuite à tout le monde d'évacuer le bâtiment juste au moment où la porte commence à s'ouvrir. Cependant, avant que les dames ne puissent repartir, la bande de Kogano fait son apparition et demande à chacun de se tenir tranquille. Epsilon neutralise tous les gardes du Baldi, tandis qu'Alpha et Delta entrent également dans le portail. Epsilon, la seule restée en arrière, capture le Baldi dans l'espoir de l'entraîner avec elle et menace de trancher le cou de Beta si l'une des princesses tente quoi que ce soit de suspect ou de malhonnête. Cependant, comme elle a un faible pour les épées, Beta ne fait que des bruits de joie, tandis qu'Alexia pense qu'elle se fiche complètement de vivre ou de mourir. Soudain, un assassin masqué apparaît et tranche ses faux melons. Je sais, n'est-ce pas? C'est tellement embarrassant, ça la met complètement hors d'elle. En plus de tout ça, les atouts de Beta rebondissent juste sous ses yeux, lui faisant réaliser qu'elle ne peut pas encore être exposée, pas maintenant. Avec le pouvoir du slime, elle retrouve sa féminité avant d'anéantir complètement l'assassin. La psychopathe s'assure ensuite que personne n'a vu sa poitrine plate et traîne le Baldi à travers la porte, juste après quoi Beta est également aspirée à l'intérieur. Alexia et Rose, les deux seuls laissés pour compte, refusent également de devenir de simples personnages secondaires et sautent dans le portail juste avant qu'ils ne disparaissent définitivement. De l'autre côté, elles atterrissent toutes les deux sur Beta, et Alexia en profite pour s'assurer que ses atouts généreux ne sont pas aussi faux que ceux d'Epsilon. Bien. À ce moment-là, l'impitoyable Alpha arrive et permet à chacun de faire ce qu'il veut. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le sanctuaire, Alpha révèle à tous que l'histoire des Diablos telle qu'ils la connaissent est aussi fausse que la politique mondiale, une pure invention. En fait, le héros Olivier dont il trouve la statue à l'intérieur du sanctuaire était une femme qui se trouvait avoir exactement le même visage qu'Alpha. Dans un accès de rage, le pape la qualifie d'expérience ratée, confirmant ainsi les soupçons d'Epsilon concernant la sombre histoire du culte et ses pratiques. Alexia, dont le cerveau d'idiote n'aurait pas pu réussir les maths de 3e année, suit Alpha à travers la porte suivante pour découvrir la vérité, mais l'elfe disparaît avec l'image d'Olivier. Pendant ce temps, Kogano trouve sa bien-aimée, son régal pour les yeux, en entrant et lui demande si c'est elle qui l'a invoqué ici. Aurora, ligotée à une chaise, nie cela et lui demande s'il peut l'aider à la détacher. Kogeno sort son épée et tranche sa camisole de force, la laissant entièrement exposée, un pur fanservice pour les spectateurs. Après avoir enfilé ses vêtements magiques, elle demande à Kogeno de faire équipe avec elle afin qu'il puisse s'échapper de cette prison mémorielle. Quand Kogeno lui demande comment ils vont s'y prendre, elle répond qu'ils n'ont qu'à briser son noyau magique, après quoi le sanctuaire entier cesserait d'exister, purement et simplement. Cependant, le problème est qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie, car ils sont trop près du cœur de cette prison, mais Kagano affirme qu'il s'en sortira très bien sans elle, avec sa propre force. D'un autre côté, Alexia et les autres observent les souvenirs d'Olivia pour apprendre comment le culte, par le passé, a rassemblé des orphelins comme cobayes pour mener des expériences et les transformer en créatures possédant le sang du héros et celui de Diablo, un mélange terrifiant. Pendant ce temps, l'aventure de Kogeno et Aurora les mène à une serre où ils trouvent une jeune Aurora en pleurs. Kogeno lui demande la raison de ses larmes, mais la sorcière pense qu'elle a probablement juste fait pipi dans sa culotte à ce moment-là, un souvenir embarrassant. Elle se gifle alors pour briser le souvenir et ils parviennent à passer au suivant. De retour au laboratoire, Alpha explique qu'Olivier n'était qu'un des nombreux enfants dans lesquels ils avaient implanté les cellules du démon, mais le chauve rétorque qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de fort pour contrer l'attaque de Diablo s'il venait à frapper un jour. Alpha ne croit pas à ces balivernes et explique que la mission qu'ils ont ensuite confiée à Olivier n'était pas d'éliminer le démon, mais d'en extraire davantage de cellules afin de faire avancer les expériences de l'Église. Alors que ce souvenir se brise, il se retrouve sur un champ de bataille où une bande de faibles attaque le démon d'un coup et parvient à lui voler un bras qu'ils ont utilisé par le passé pour lancer leur production de drogues illicites. Le souvenir suivant les mène au cœur du sanctuaire où le bras du démon est scellé et Alpha explique comment le culte a ensuite perfectionné les drogues pour créer un élixir d'immortalité, une quête éternelle. Cependant, comme il ne pouvait créer qu'une seule pilule démoniaque par mois et que, pour obtenir l'immortalité, il fallait en consommer au moins une fois par an, seules 12 personnes pouvaient en bénéficier. Dans un autre coup du sort, il s'avère que le pape est l'un de ces 12 salauds qui sont toujours en vie grâce à ces drogues. Une révélation choquante. Alpha pense qu'ils doivent encore perfectionner la drogue pour corriger les effets secondaires, comme la perte de cheveux, et pour cela, ils ont besoin de personnes de la lignée d'Olivia, comme elle-même, pour leurs recherches. En entendant cela, le Baldi révèle enfin sa vraie nature et se libère de ses entraves. Mais Delta l'empale et le jette dans l'eau en contrebas. Epsilon la réprimande pour avoir été assez stupide pour le tuer,
avant d'obtenir des informations, mais Alpha est convaincu qu'il est toujours en vie, quelque part. Fidèle à ses soupçons, le ver saute, poussé par une masse de chair, et sépare le groupe en deux, emmenant Alpha, Beta et Delta sur un terrain de combat où il exhibe fièrement son juste au corps de Walmart. Un spectacle ridicule. Il utilise immédiatement le jutsu des clones d'ombre multiples pour augmenter ses effectifs, mais la folle Delta le met quand même à terre. Cependant, elle apprend vite que sa magie disparaît, et le Baldi annonce que c'est parce qu'ils sont au centre du sanctuaire que leur magie est scellée, tandis que la sienne se multiplie, sans limite. Delta, de son côté, n'est pas du tout impressionné et le charge de toutes ses forces. Pendant ce temps, alors que Kageno passe le temps avec Aurora, les deux finissent par être projetés sur le champ de bataille, la sorcière atterrissant directement sur son derrière, un atterrissage inattendu. Après qu'elle l'ait aidé à se relever, il trouve une autre version de bébé Aurora, pleurant au milieu de nulle part, et Aurora décide de la faire taire, pour de bon cette fois. Avec l'Excalibur de Kageno, elle tente de la tuer, mais est attaquée par d'horribles et dégoûtants zombies, surgis de nulle part. Kogeno intervient pour la sauver juste à temps et massacre ensuite l'armée des morts-vivants, s'attirant les louanges d'Aurora. Il attaque ensuite bébé Aurora pour briser ce souvenir également. D'un autre côté, Epsilon s'aventure dans le sanctuaire et découvre une bibliothèque où elle et ses amis recherchent d'anciennes expériences, des secrets oubliés. Supposant qu'elles ne pourront pas retenir les informations ni emporter les livres avec elles, les filles prennent des photos des pages quand, soudain, leurs vêtements commencent à disparaître, probablement pour offrir davantage de fanservice aux spectateurs. Au moment où Epsilon suppose que c'est parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leur magie correctement, ces amas de slime se retirent également de sa poitrine et elle s'assure que les autres n'en parleront plus jamais sous peine de représailles. Pendant ce temps, alors qu'Aurora et Kogeno se retrouvent près du noyau magique, la tenue de slime de Delta se réduit à un bikini et elle continue pourtant de dominer le Baldi qui, lui, ne cesse de se multiplier, persuadé de pouvoir gagner malgré tout. Cependant, la folle Delta l'anéantit toujours et parvient à briser le souvenir, tandis que le Baldi se fait pipi dessus devant Alpha et lui demande comment une centaine de ses clones ont pu être si facilement vaincus. Elle répond que 0 multiplié par n'importe quel nombre reste 0, ce qui était le QI de chacun de ses clones, une vérité cinglante. Pendant ce temps, Kageno et Aurora découvrent une épée magique censée briser les chaînes pour déverrouiller le noyau. Cependant, lorsque Kageno tente de la retirer, elle le rejette, car il n'est pas l'élu, le véritable héros attendu. N'ayant rien d'autre à faire, ils abandonnent et décident de se détendre. D'un autre côté, le gros trouillard invoque Olivier pour combattre Alpha, mais ils partent avant même que le combat ne commence, car leur objectif d'obtenir des informations a été atteint, mission accomplie. À ce moment-là, le pape reçoit l'information que le corps a été infiltré et se lance à la poursuite des intrus. Pendant ce temps, Kageno demande à Aurora pourquoi elle veut disparaître, ce qui arrivera une fois qu'ils auront brisé le corps, la source de tout. Elle explique que revivre sans cesse les souvenirs douloureux de son passé est un peu trop pour elle, et qu'elle préférerait s'en libérer complètement. Kageno hoche la tête, calculant que le protagoniste de l'histoire doit faire son apparition d'un instant à l'autre pour être finalement profondément déçu lorsque le Baldi se présente à la place, un comble. Il refuse de laisser l'un ou l'autre s'échapper et envoie Olivier les achever tous les deux. Aurora, consciente de sa propre force, demande à Kogeno de partir, mais il refuse, sachant pertinemment que l'armure scénaristique lui sauvera les fesses de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors que la bataille commence, la vitesse ultra rapide d'Olivier commence à le frapper durement, ce qui ne fait que le faire sourire d'excitation. Le héros parvient même à lui trancher le bras, mais Kageno refuse toujours de riposter car Olivier manque de cœur, et se battre sans une conversation sincère n'est tout simplement pas sa tasse de thé, pas son style. Alors qu'il est sur le point de se faire battre à nouveau, Aurora intervient et lui demande de partir, remerciant Kageno pour tout ce qu'il a fait pour elle, mais le Baldi se moque de voir une sorcière essayer de jouer les héroïnes, un rôle qui ne lui sied guère. Après avoir entendu d'autres de leurs inepties, Kogano refuse d'être traité comme une demoiselle en détresse pour être fatalement attaqué par Olivier. Cependant, comme il avait prévu d'être attaqué de cette manière, Kogano utilise la distance réduite entre lui et Olivier pour la tirer près de lui et lui laisser une marque sur le cou afin de la faire disparaître, un geste audacieux. Voyant cette horreur absolue, le pape demande comment Kogeno a pu survivre à un coup de couteau dans le ventre, et il explique qu'il peut déplacer ses organes grâce à la magie pour éviter les coups critiques. Cette tactique lui permet de réduire la distance entre ses adversaires et lui-même et de contre-attaquer de la meilleure façon possible, avec une efficacité redoutable. Le pape lui demande s'il a toute sa tête avant de lancer sa deuxième contre-attaque avec une centaine de copies d'Olivier. Cependant, même cette fois-ci, Kogano utilise un mouvement rapide pour les achever tous, juste au moment où sa magie revient, plus puissante que jamais. Il explique qu'il a solidifié sa magie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être absorbée par l'environnement et qu'il a finalement réussi à la manipuler à cet instant précis. Furieux, le Baldi ordonne à encore plus de clones d'Olivier de l'attaquer, mais il les balaye tous sans effort, les humiliant. Finalement, il utilise sa manipulation d'énergie atomique pour lancer son attaque finale, seulement pour être poignardé en plein cœur par Olivier. Cependant, cela ne le déconcerte toujours pas, et il parvient à détruire l'intégralité du sanctuaire,
y compris le noyau magique, avec une force incroyable. Pendant ce temps, ses beautés observent cette scène de loin. Quelque temps plus tard, Kogena se réveille dans un jardin, la tête posée sur les genoux d'Aurora, et lui explique comment il a déplacé son cœur vers le côté droit pour survivre à l'attaque, un tour de passe-passe étonnant. Ignorant tout du fonctionnement des sciences médicales, elle le trouve amusant, avant de réaliser qu'elle a commencé à disparaître. Dans ces derniers instants, elle avoue que c'est elle qui l'a invoqué, car elle voulait disparaître et tout oublier, un désir profond. Cependant, maintenant qu'elle l'a rencontré, elle ne veut plus oublier le temps passé avec lui. Kageno la remercie également de lui avoir fait passer un bon moment, alors qu'elle lui caresse les lèvres et l'embrasse, avant de se transformer en poussière d'étoile, un adieu émouvant. Pendant ce temps, alors qu'Alexia et les filles errent dans la forêt, Alexia se plaint d'à quel point elle s'est sentie faible et inutile tout au long de cet arc. Et Rose est d'accord avec elle, se lamentant sur le fait qu'elles ne savent toujours rien du syndicat du culte, un mystère persistant. Beta lui demande ce qu'elle compte faire à ce sujet, mais Alexia suggère que toutes les trois forment leur propre équipe de filles et recueillent des informations qu'elles pourraient utiliser plus tard. Beta pense qu'Alexia est trop stupide pour jouer les Sherlock Holmes, mais elle la rejoint quand même, par loyauté. Pendant ce temps, Alpha apprend que le noyau, l'épée et le sanctuaire ont tous été anéantis par Kogano et s'extasie devant sa badassitude. Elle approuve en outre l'infiltration de Beta dans le groupe de filles d'Alexia et plus tard révèle la nouvelle insondable de la véritable identité d'Aurora, un secret bien gardé. Il s'avère que Kagano venait de flirter avec le démon Diablos lui-même, mais Alpha décide de le lui cacher, supposant qu'il est déjà au courant. Quelque temps plus tard, Gamma achète une propriété coûteuse, remplie de pétrole à un prix dérisoire dans l'espoir d'étendre son entreprise, tandis que Delta part de son côté jouer les loups-garous, une activité solitaire. Pendant ce temps, Alexia informe Iris de l'implication de l'Église des enseignements divins avec le culte des démons et lui demande de les éliminer entièrement, mais Iris refuse, arguant qu'elle n'a pas encore assez d'influence pour convaincre leur père, le roi, de prendre une telle décision. Pour acquérir cette influence, cependant, elle souhaite participer à un festival à venir, ce qui inquiète Alexia, compte tenu des manigances du culte et de celles de Shadow Garden qui pourraient tout gâcher. Dilulu, la garde d'Iris, de son côté, affirme que son épée sera invaincue contre ces deux organisations. Elle croit également que les attaques lancées par Shadow et Alpha étaient dues à des artefacts et non à leur véritable force, une erreur d'appréciation. Au même moment, alors que Rose pratique son escrime, son cœur lui fait soudainement mal et elle découvre un étrange motif marquant sa poitrine. Quelques jours plus tard, alors que le légendaire festival Bushen commence, Kargano observe tous les perdants qui y participent depuis un gratte-ciel et calcule qui gagnerait et qui ne gagnerait pas, avec une précision déconcertante. Il fantasme également sur le fait de rayer une autre action de sa liste de souhaits, à savoir jouer un personnage secondaire faible, bon à rien, mais en réalité incroyablement fort. Pour que cela devienne réalité, il rend visite à Gamma et lui demande de l'aider à se déguiser pour entrer dans le festival, incognito. Quand elle lui demande pourquoi, il refuse d'exposer ses étranges fétiches et lui dit de ne pas le questionner. Après cela, elle sort tous les cosplays de son arsenal et utilise une magie de chirurgie esthétique du XVIe siècle pour changer la forme de son visage, de manière radicale. Il choisit d'incarner un type incroyablement médiocre qui semble n'avoir pas souri depuis plusieurs siècles, et il courbe le dos pour accentuer son manque de confiance en lui, une posture parfaite. Le premier jour du festival, une femme aux cheveux violets, trop sûre d'elle, vêtue d'une armure immaculée, qui se trouve être la championne de la décennie, l'arrête net et lui dit d'abandonner le match, car il n'est qu'un faible qui ne gagnerait jamais, une provocation directe. Impressionné, Kageno ignore son avertissement mais sent des papillons dans son ventre en réalisant que son déguisement fonctionne à merveille. Cependant, cette garce agaçante n'est pas seule et est suivie par une bande d'admirateurs, dont un colosse musclé qui n'est pas le plus futé, loin de là. Bien qu'un seul regard lui dise que Kogeno est le roi des perdants, ce type se prend pour quelqu'un et dit à Kogeno de faire ce qu'Anaros suggère. Cela permet à Kogeno de lancer une réplique dévastatrice en affirmant qu'il est au moins plus fort que ce type, ce qui ne fait que le mettre hors de lui, bien sûr. Dans un accès de rage, il frappe Kogeno et l'envoie voler, mais celui-ci apparaît indemne et le traite de faible. Cela fait éclater une veine sur son front et il le martèle au sol, ne s'arrêtant que lorsque Anaros intervient pour calmer le jeu. Pensant qu'il a retenu la leçon, elle dit à Kageno d'abandonner maintenant, mais elle est surprise de le voir indemne. Cela la force à s'excuser de ne pas avoir retenu le colosse plus tôt, mais Kageno la traite de garce prétentieuse qui devrait s'occuper de ses propres affaires, sans se mêler des siennes. Plus tard, alors qu'il attend dans une file juste à l'extérieur du festival, il fait des pauses étranges dans les rues, se demandant s'il a déjà revendiqué sa place d'outsider et se remémore la veille les événements passés. Regardez ce type. Pendant qu'il déjeunait, son ami ringard, Skell, de l'école, lui a dit que la favorite pour gagner cette année était probablement la princesse Iris. Sur le chemin du retour, il a croisé Rose qui lui a dit qu'elle rentrerait chez elle un moment pour enfin se fiancer à son potentiel fiancé, un certain monsieur pervers, ce crétin. Elle a ensuite expliqué qu'Alexia et Beta ne s'entendaient pas du tout
et Kagino suppose que c'est parce qu'elles sont toutes les deux aussi bizarres et agaçantes. Avant qu'elle ne parte, Kagino lui a offert un burger qu'il avait acheté à emporter et lui a dit de se détendre, car elle était bien trop tendue, trop sérieuse. Touchée, Rose lui a demandé de croire en elle et en sa capacité à bien servir les habitants de son royaume, et Kogeno a accepté. De retour au présent, il regarde le premier tour du festival avec son camarade de classe à l'esprit lent qui gaspille tout son argent en pariant sur des perdants, un spectacle désolant. À ce moment-là, Goldie, le champion invaincu de la dernière décennie, monte son spectacle de monstre devant Skell et exhibe son derrière scintillant, affirmant qu'il peut juger tous les participants à l'expression de leur visage, avec une assurance démesurée. Quand c'est au tour de Kagino, il affirme n'avoir qu'environ 30 unités de force, comparé aux 13 000 qu'il attribue à son adversaire musclé. Cependant, il finit par ravaler ses paroles lorsque le colosse trébuche et tombe sur ses propres pieds, et Kagino devient le vainqueur, à la surprise générale. En réalité, c'est Kagino qui l'a frappé au visage, mais il l'a fait si vite que personne n'a rien pu voir. Anna Rose, de son côté, a aperçu un fragment de ce qui s'était passé et a réalisé que son cerveau de moineau ne pouvait tout simplement pas comprendre cette anomalie, un mystère insondable. Le lendemain matin, Skell se présente à l'auberge de Kogano sans y être invité, apportant la nouvelle bouleversante de la disparition de Rose, un événement inattendu et grave. De retour dans leur chambre, Alexia et Beta apprennent également la nouvelle que Rose a poignardé son fiancé avant de s'enfuir, et bien que Beta veuille qu'elle procède avec prudence, étant donné le statut de son fiancé, l'impulsion d'Alexia est soit de foncer et de la secourir, avant qu'elle ne soit enfermée pour son crime sans hésitation. En fait, lorsque Beta s'oppose à ses plans idiots et imprudents, elle la saisit par le col et menace de l'anéantir, comme si elle en était capable. Dès qu'Alexia part, après avoir piqué sa crise de colère enfantine, Beta demande à sa subordonnée de surveiller l'emplacement de Rose, discrètement. Pendant ce temps, Kogano lit les nouvelles concernant le départ de Rose et s'extasie sur le fait que c'est tellement cool de s'enfuir après avoir poignardé quelqu'un, surtout son fiancé. Quand c'est son tour de combattre, il quitte le stade mais tombe sur une beauté fatale, encapuchonnée qui l'arrête et lui demande pourquoi il sent l'elfe, une question étrange. Kagano répond honnêtement qu'il a bien des amis elfes, ce qui la pousse à lui demander si l'un d'eux lui ressemble. Alors qu'elle retire sa capuche, Kageno réalise qu'elle est le portrait craché d'Alpha, mais il ment en disant qu'elle ne ressemble à personne qu'il connaisse, pour éviter les complications. Pour savoir s'il est un seigneur maléfique déguisé ou juste un simple raté, la dé va lui asséner un coup d'épée, mais il se recroqueville comme un véritable lâche. Ce geste minable la rassure. Elle l'aide à se relever et lui dit qu'il deviendra super fort un jour, c'est une certitude. Pendant ce temps, le colosse de tout à l'heure et la garce gâtée et arrogante tentent de percer le secret de la force cachée de Kagano, mais le sportif affirme que c'est purement fortuit, tandis qu'Anaros est convaincu qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Alors que le match entre Goldie et Kagano débute, Anaros révèle que ce sosie de James Charles n'est pas réellement invaincu, car il déclare forfait face aux adversaires qu'il pense ne pas pouvoir vaincre, même s'il est plutôt fort. D'un autre côté, Goldie charge Kagena avec son Excalibur épaisse et longue, que ce dernier esquive miraculeusement en se craquant le cou. Cela énerve le garçon glamour, qui prononce un discours émouvant sur le manque d'expression de Kagena, espérant que cela lui offrirait une sorte d'armure scénaristique. Cependant, alors même qu'il déchaîne son mouvement secret et puissant l'instant d'après, Kageno éternue et l'assomme, remportant ainsi cette manche également. Ailleurs, Iris rencontre le père de Monsieur et Rose au sujet de sa disparition et offre son aide. Cependant, il utilise sa gestion de l'enlèvement d'Alexia comme levier pour affirmer qu'il préférerait gérer cette disparition comme une affaire de famille, sans impliquer leur royaume voisin, c'est leur souhait. Bien que son audace l'irrite, Iris remarque qu'il n'est pas aussi blessé ou poignardé aux entrailles que les journaux l'avaient suggéré, et que le père de Rose n'est pas dans son état normal, pour une raison quelconque, ce qui est étrange. Pendant ce temps, Anna Rose s'excuse auprès de Kagueno de l'avoir sous-estimée, mais affirme qu'elle est encore bien trop forte pour qu'il la batte au prochain tour. Kagueno, qui s'entraîne à cela depuis Naruto, lui murmure qu'il la prévient pour la dernière fois avant d'enlever les poids de ses bras et de les laisser tomber comme le plus grand fanatique de Rock Lee. Cela stupéfie Anna Rose, bien sûr, mais elle reste persuadée qu'elle va gagner, ce dont Kageno n'a absolument rien à faire. D'un autre côté, Rose est pourchassée par ses propres chevaliers, alors qu'elle s'aventure dans le système d'égout souterrain de sa ville, tentant désespérément de se sauver. Le lendemain, Skell débarque sans invitation dans la chambre de Kageno et le harcèle pour qu'il cherche Rose, car son royaume a annoncé de fortes récompenses pour quiconque la trouvera, ce qu'il pourrait utiliser pour son plan de pari infaillible. Kogano ne veut pas bouger d'un pouce, mais quand il aperçoit sa sœur marcher vers sa maison, il change instantanément d'avis et s'enfuit avec Skell. En chemin pour trouver Rose, Kogano entend une sonate pour piano qu'il aimait tendrement dans sa vie antérieure et soupçonne que quelqu'un d'autre que lui a été ressuscité. Pour découvrir de qui il s'agit, il entre dans l'auditorium où est jouée cette pièce, seulement pour constater qu'il s'agit d'Epsilon, plagiant une fois de plus la création de Beethoven et ses idées comme à son habitude. Déçu mais pas surpris, Kogeno se souvient avoir été forcé de prendre des leçons de piano enfant,
alors que tout ce qu'il voulait, c'était courir dans le quartier avec des pistolets en plastique et jouer les voyous des rues, c'était son rêve. Cela a changé quand il a découvert une mélodie appelée sonate au clair de lune et a commencé à désirer la jouer en fond sonore, tout en atteignant un jour la domination mondiale. De retour au présent, après avoir offert à Kogano un orgasme auditif avec cette mélodie, Epsilon le remercie d'être venu, en échange de quoi il complimente sa tenue et la façon dont elle met en valeur ses courbes. La laissant déconcerté, il sort de la pièce et décide de voler le piano exposé à l'Académie de musique. Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi donc? Pendant ce temps, alors qu'Alexia et Beta tentent de retrouver Rose, celle-ci cherche refuge dans les égouts malodorants après avoir été complètement épuisée par toutes les batailles consécutives avec les chevaliers et sa fuite incessante. De plus, alors que la blessure sur sa poitrine commence à s'aggraver, elle réalise qu'elle est sur le point d'être possédée. Dans ces derniers instants, elle se souvient de sa dernière rencontre avec son fiancé, au cours de laquelle elle a compris que son père était sous l'emprise de certaines feuilles vertes et sous contrôle, ce qui l'a forcé à dégainer son épée contre lui. Bien que la lame l'ait à peine entaillée, ses propres hommes se sont instantanément retournés contre elle et elle n'a eu d'autre choix que de fuir. Alors qu'elle se morfond dans sa misère, une magnifique mélodie attire son attention et elle réalise que c'est la sonate au clair de lune de Beethoven, sa pièce préférée, qui est jouée. Cherchant à découvrir qui la joue, elle trouve Kogano réalisant enfin son rêve de jouer dans son alter ego sombre avec cette musique ténébreuse en fond sonore. Telle une fan inconditionnelle, elle commence à l'applaudir seulement pour que Kageno lui demande pourquoi elle est là, à cet endroit. Cela l'incite à raconter son histoire larmoyante et comment elle voulait protéger tout le monde mais n'y est pas parvenue. Après l'avoir entendu, Kageno lui accorde un fragment de sa magie et lui dit de continuer à se battre juste avant de disparaître avec panache. Alors que la blessure sur sa poitrine guérit instantanément, des justiciers masqués l'entourent, mais Rose les vainc tous d'un seul mouvement rapide, maintenant qu'elle possède la force de Kogeno. Sentant cette immense libération de pouvoir magique, Alexia et Beta la localisent, seulement pour que Rose leur demande de la laisser tranquille, de s'en aller. Alors que Beta réalise que cette garce a hérité de l'audace contagieuse de Kogano ainsi que de sa force, Alexia lui rappelle la promesse qu'elles se sont faites de se soutenir mutuellement. Cependant, Rose est trop cool pour lui parler en ce moment, alors elle s'engage plutôt dans un combat, et Rose botte les fesses d'Alexia sans pitié. Après l'avoir laissée avec Beta, Rose quitte enfin les égouts pour devenir officiellement une justicière solitaire. D'un autre côté, Kogeno retourne à son dortoir seulement pour trouver Claire qui l'attend à la porte, et elle ne semble pas très contente qu'il l'ait fait attendre si longtemps. Effectivement, elle le traîne chez lui et s'assoit sur lui, l'étranglant pour l'avoir fait attendre si longtemps, le faisant se demander quel genre de fétichisme cela pouvait bien être, c'est vraiment étrange. Elle développe ensuite et se plaint que Kagano ne l'ait pas accompagnée à la campagne pendant leurs vacances d'été, et lui donne un billet 5 contre 1 pour le festival Bushin, lui disant d'y assister s'il veut se racheter de sa promesse non tenue, c'est une condition. Alors qu'il survit de justesse aux pitreries de sa sœur, Alexia découvre que Beta a également quitté la ville. Le lendemain, les demi-finales du festival Bushin commencent, et Kageno se dirige vers la section 5 contre 1, seulement pour trouver Iris occupant la place juste à côté de lui. Elle ne le reconnaît pas instantanément, mais quand il mentionne Claire, elle réalise qu'il est le même gamin qu'ils ont torturé sans raison lorsque cette bonne Arien d'Alexia a été capturée, c'est une révélation. Réalisant son erreur, elle s'excuse auprès de lui pour la mauvaise conduite de ses chevaliers, ce qui fait que Kogeno se mord la lèvre de peur que ce traitement spécial ne ruine tous les efforts qu'il a déployés pour rester en retrait, dans l'ombre. Elle souhaite en outre qu'il reste ami avec sa sœur comme avant, mais Kagano explique qu'il ne faisait que la flatter pour de l'argent, rien de plus. À ce moment-là, les autres demandent à Iris qui elle soutient dans ce match et elle mentionne Anna Rose sans hésitation. Cela rend Kagano curieux de savoir ce qu'il pense de son personnage, alors il leur demande leur avis sur lui, seulement pour apprendre qu'il le considère comme un simple inconnu qui fait le malin parce qu'il a un peu de vitesse. Cela lui fait réaliser qu'il aurait pu avoir un Oscar s'il avait essayé dans sa vie antérieure, et il s'excuse pour rejoindre son prochain match sans tarder. En chemin vers le vestiaire, Kogano croise l'elfe de tout à l'heure qu'il connaît maintenant comme la reine de l'escrime, Béatrix. Cela le surprend un peu, mais elle lui demande simplement des nouvelles d'Alpha à nouveau et échange son hamburger avec celui qu'il avait acheté précédemment. C'est une habitude. D'un autre côté, Monsieur se présente pour gâcher l'ambiance et lui demande qui, selon elle, gagnera le prochain tour, Anna Rose ou le gars ordinaire. Bien qu'Iris reconnaisse la force d'Anna Rose, elle mentionne la confiance qu'elle voit dans les yeux de Kagano et croit qu'il y a une mince chance qu'il puisse lui donner du fil à retordre, c'est une possibilité. Fidèle à sa parole, alors que la bataille commence, l'arrogance d'Anna et Rosa le juge une fois de plus mal, et elle croit qu'elle gagnera tant qu'elle pourra compenser sa vitesse. Cependant, même avec des attaques répétées, elle ne parvient pas à briser ses défenses, c'est un échec. Alors, c'est à Kagano de le recruter pour le culte des démons, ou de l'éliminer purement et simplement, il n'y a pas d'autre choix.
Après un certain temps, cette garce de perdante s'approche de Kagano et s'excuse de l'avoir sous-estimée, admettant qu'elle a été une arrogante insupportable. Kagano reconnaît également sa force et lui serre la main avant de partir discrètement, sans un mot. Pendant ce temps, après avoir remporté son prochain match de manière juste et équitable, Iris aperçoit Béatrix et l'invite à être son invitée lors du prochain match. La reine elfe de la beauté, quant à elle, lui offre un hamburger en retour, c'est un échange. Le jour des finales, Corgano profite d'un traitement de princesse dans la section VIP quand Iris se présente pour l'ennuyer. Elle lui demande comment il boit du café si facilement, alors qu'elle ne peut pas le faire parce qu'il est amer, c'est incompréhensible pour elle. Pour en finir avec cette conversation, il lui suggère d'ajouter beaucoup de lait et de sucre à son café. Après l'avoir fait, elle apprécie la boisson tout en horrifiant les puritains du café bien pensant du monde entier, c'est une scène amusante. Alors qu'ils savourent leur café en silence et que Kogeno se sent comme une célébrité, Béatrix apparaît mais les gardes refusent de la laisser entrer avec son arme. Iris intervient immédiatement et après qu'elle ait révélé son identité, tous ceux qui la méprisaient auparavant changent immédiatement d'attitude et la flattent, c'est un revirement total. Cependant, son attention indivise est portée sur Kugeno, le tombeur de ces dames, qu'elle croit devenir plus fort à l'avenir, malgré les doutes de tous les autres. Pendant ce temps, Monsieur Chapeau drogue le père de Rose, le roi, avant de l'amener à la cérémonie pour s'assurer qu'il obéisse à tous ses ordres, sans exception. Le véritable objectif de ce crétin, cependant, est d'assassiner le père d'Iris, le roi de leur royaume voisin, afin de déclencher une guerre entre les deux et de permettre au culte démoniaque de prospérer en attendant, puis d'attaquer lorsque les deux royaumes seront à leur plus faible. C'est son plan machiavélique. Cependant, étant donné à quel point la nouvelle identité insignifiante de Kogeno est convaincante, il est actuellement en train de se chier dessus, se demandant ce qu'il pourrait faire si une guerre éclatait ici et maintenant. C'est une situation délicate. Dès que Monsieur Achat atteint la loge royale avec le roi, Béatrix sent la drogue sur le roi et mentionne à quel point il pue, déclenchant le cul sensible d'Achat. Juste au moment où il commence à la malmener, Iris intervient et le prévient de la personne à qui il s'en prend, c'est une erreur. En apprenant qu'il est face à une guerrière légendaire, le comploteur sans colonne vertébrale s'enfuit la queue entre les jambes. Il réalise alors qu'il a maintenant un problème de plus à gérer s'il veut plaire au démon qu'il sert actuellement, c'est une complication majeure. Assez vite, le match final entre Iris et Kageno commence, et dès son premier regard, elle peut voir à quel point il est vraiment fort. Elle réalise aussi que personne n'a encore vu l'étendue totale de son pouvoir, et elle prévoit de l'achever avant que cela ne soit révélé, c'est son intention. Avec ce plan en tête, elle dégaine son épée et vise à l'achever d'un seul mouvement rapide. Cependant, au moment même où elle bouge, elle imagine Kageno lui tranchant la tête nette et devient complètement paralysée, incapable de réagir. Confuse et se demandant s'il y a un bug dans la matrice, elle essaie à nouveau, seulement pour imaginer sa jambe s'envoler cette fois. Presque comme s'il avait éveillé son Sharingan, Kogano continue de lui montrer des visions de sa défaite sans relâche. Pendant ce temps, Rose se dirige vers la section VIP, seulement pour découvrir que tous les membres du culte ont été anéantis. Il s'avère que c'était l'œuvre de Shadow Garden et il l'implore de poursuivre sa mission, sans plus attendre. De retour dans l'arène, Iris continue de reculer sans attaquer et la foule commence à la dénigrer, la forçant à charger. Cependant, même cette fois, une vision l'arrête net et Kageno utilise cette ouverture pour la projeter violemment au sol, sans pitié. Alors qu'elle se fait battre devant tout le royaume, son père déçu quitte la loge. Et tandis qu'Azat panique devant la force de Kogano, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à ce sujet, le problème plus important, alias Rose, apparaît et s'excuse auprès de son père pour toutes les choses qu'elle a faites. C'est un moment crucial. Le vieil homme, censé être possédé, répond aux excuses de sa fille et lui pardonne, ce qui met le chapeau en colère. À ce moment-là, Rose dégaine son épée et le charge, mais il utilise le vieil homme malade pour se protéger, que Rose poignarde au passage, sans hésitation. Sans remords, elle décide de lui trancher le cou en deux plus tard, révélant que son plan depuis le début était de mettre fin à la lignée royale, afin qu'Hachette ne puisse plus les abuser pour mener des guerres, c'était son objectif ultime. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire cela, Kageno intervient et révèle son identité de Shadow, que Rose reconnaît enfin comme le bandit de son passé, qui lui a sauvé la vie. C'est une grande surprise pour elle. Après avoir avoué être sa plus grande fan, Rose quitte le stade et Kagano pointe son épée vers son fiancé crétin, seulement pour que Béatrix intervienne et l'affronte de front, sans hésitation. Alors que le chaos éclate, le père d'Iris se demande s'il doit instaurer la loi martiale et demande à ses hommes de suivre le crétin en fuite. D'un autre côté, tandis que Kagano et Béatrix s'affrontent à l'épée, la vérité sur sa véritable identité énerve Iris pour le bien du drame et elle jure de l'achever avec sa propre force, c'est une promesse. D'un autre côté, Béatrix a du mal à suivre la vitesse supersonique de Kogano et mord la poussière chaque fois qu'elle essaie de porter un coup.
À ce moment-là, Iris apparaît avec un code de triche dans sa manche sous la forme d'un artefact seulement pour que Kogano se moque d'elle pour être si faible au point d'avoir besoin d'une béquille. C'est une humiliation. Cela la fait disjoncter et elle lance sa première attaque que Kogano esquive comme si c'était un jeu d'enfant tout en évitant les attaques de Béatrix. Pendant ce temps, Rose rencontre Alpha qui lui offre deux choix, deux options importantes pour son avenir. Premièrement, qu'elle les rejoigne, prouve sa valeur et sauve son royaume, ou deuxièmement, qu'elle parte en solo pour une aventure vouée à l'échec. La princesse réfléchit intensément un instant, mais finit par choisir la première option, devenant officiellement membre du Shadow Garden. C'est une décision majeure. Pendant ce temps, les filles emmènent Kogano dans les rues, car c'est là qu'il est à sa place, mais même après qu'elles aient lancé attaque après attaque, Kogano les esquive toutes. Finalement, il met la main sur une paire de pieds de biche, son arme préférée, et les affronte sur un train, en mouvement, gardant facilement le dessus. C'est impressionnant. Alors que Béatrix reste calme et sereine, le cul psychopathe d'Iris continue de faire souffrir les oreilles de Kageno, alors il la fait enfin taire d'un coup de pied dans sa sale gueule. Une fois qu'elle est partie, Béatrix utilise une puissante frappe pour trancher les pieds de biche de Kageno, seulement pour qu'il revienne à son arme réelle, l'épée de Slime, sans problème. Avec cela, il se sent invincible et dit à Béatrix que son énergie magique est insuffisante, c'est pourquoi elle ne gagnera pas. À ce moment-là, la femme folle et bestiale saute sur Kagano avec une autre boule de feu, seulement pour qu'il y survive presque comme s'il était résistant à la chaleur. C'est incroyable. Cela l'énerve encore plus et elle élabore un plan en 2 étapes avec Béatrix pour le vaincre, seulement pour se faire botter le menton et se faire marcher dessus. Cependant, même après avoir goûté à la forme la plus amère de la défaite, Iris prétend toujours avoir le dessus et le menace en lui disant que toutes les forces du royaume ont été déployées après lui et qu'il n'a plus nulle part où fuir. C'est une situation désespérée. Son audace éhontée fait éclater de rire Kageno, alors qu'il se demande pourquoi ce serait à lui de fuir, et de quoi, considérant que même la princesse n'est rien de plus qu'une petite fille orgueilleuse, c'est une blague pour lui. Avec cela, il leur donne un avant-goût de son pouvoir atomique et répand sa magie à travers toute la ville, menaçant son existence même. Cependant, il les épargne finalement et disparaît sans laisser de traces. Souffrir d'un tel manque de respect fait perdre la tête à Iris, et elle crie à genoux tandis que Béatrix la regarde calmement. Quelques jours plus tard, la nouvelle de cet incident est imprimée dans les journaux et Kogano est étiqueté comme le démon du siècle. C'est une réputation. Pendant ce temps, il est réprimandé par les supérieurs du culte démoniaque pour avoir laissé Rose s'échapper, mais il promet de la capturer dès qu'il l'apercevra. D'un autre côté, Rose est accueillie sur les terrains d'entraînement du Shadow Garden, où la première étape de l'apprentissage est de savoir comment devenir une stripteaseuse. C'est surprenant. Après avoir été dépouillée de son nom, de son statut et même de ses vêtements, elle est également forcée de se défaire de tous ses souvenirs, y compris ceux de Kageno, ce qui ne lui réussit pas très bien émotionnellement. C'est une épreuve difficile. Pendant ce temps, Kageno joue sa sonate préférée en secret, satisfait d'avoir enfin coché les dernières choses de sa liste de souhaits. C'est ici que se termine notre sonate de la déraison. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue, vraiment. Commentez Perv Achat ci-dessous pour nous faire savoir que vous avez apprécié. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder d'autres de nos vidéos passionnantes. Jusqu'à la prochaine fois, restez géniaux, restez Annie Geek, c'est important.